Des sujets d'actualité et d'autres activités menées par le commandement de la sécurité civile constituent le stature de ce nouveau numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À Oyo, dans le département de la Cuvette, une irruption soudaine des abeilles le vendredi 16 mai 2025 dans plusieurs salles de classe du lycée catholique situé dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption a suscité l'intervention des services locaux de la sécurité civile. Le résumé des faits par Donald Ouramba. C'est aux alentours de 9h30 que l'atmosphère studieuse du lycée catholique d'Oyo a été brutalement interrompue. Une nuée d'abeilles a fait irruption dans plusieurs salles de classe, prenant de court élèves, enseignants et autres personnes s'y trouvant. Alerté, le centre de secours unique des sapeurs-pompiers a dépêché une ambulance et un véhicule de premier secours PS 1100. La priorité était de sécuriser les lieux et de prendre en charge les victimes. Aussi, cette équipe de secours a rapidement mis en œuvre des techniques appropriées pour maîtriser la situation. Au total, 22 élèves, dont 2 filles dans un état grave mais stable, ont été évacués vers l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ndimba, tandis que 12 lycéennes ont été prises en charge à la caserne du centre de secours unique des sapeurs-pompiers. Le même jour dans la soirée, toutes les victimes ont rejoint leur domicile. Au-delà de cette situation qui n'a occasionné aucun mort, les réactions des élèves allant de la panique à l'hystérie soulignent la nécessité d'une sensibilisation dans les établissements scolaires sur la manière de réagir face à des situations d'urgence. À la tête d'une forte délégation, le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, a effectué une visite de travail significative à Bamako au Mali du 30 avril au 5 mai 2025. Cette mission s'inscrivait dans le dynamisme de la coopération sud-sud unissant les deux pays. Elle a souligné que l'objectif principal de ce séjour était de s'imprégner de l'expérience malienne en matière de gestion de crises humanitaires, de catastrophes naturelles et de prise en charge des populations sinistrées. Nous sommes venus pour une mission de partage d'expérience. Nous devons mettre en place les outils de l'économie sociale et solidaire en République du Congo. Et il n'y avait pas un meilleur pays qui a déjà des outils que le Mali. Dans le cadre des échanges sud-sud, il est important pour nous, Africains, de commencer à travailler ensemble et d'avoir nos outils à nous afin que nous puissions aller vers un vrai développement. Nous avons les mêmes problèmes, que ce soit le Mali ou le Congo, au niveau des populations qui sont dans une situation de vulnérabilité, des populations pauvres, des populations moins pauvres, mais les populations qui attendent des gouvernants, qui attendent de leur pays l'assistance. Cette démarche fructueuse de partage des expériences nationales dans les domaines de l'économie sociale, de la santé, de la solidarité et plus particulièrement de l'action humanitaire a d'ores et déjà suscité des réactions positives, notamment celle du commandant de la défense civile près le commandement de la sécurité civile, le colonel de police Alphonse Bonazebi, qui a exprimé son soutien et son vif intérêt pour cette collaboration promoteuse et profitable. Nous saluons considérablement ce voyage d'études et de change d'expérience entre deux pays africains et qui soit de nature à renforcer d'ailleurs la coopération sud-sud, longtemps recherchée et privilégiée par le président de la République. Donc cet échange d'expérience a dû donner encore une fois plus la possibilité d'apprécier le niveau dynamique de la relation qui existe entre le Mali et le Congo en matière de coopération. Et ça, nous pensons que c'est
un élément important à souligner. Au-delà de tout cela, l'échange a concerné les aspects opérationnels qui intègrent globalement les missions de la sécurité civile. Madame la ministre a eu à rencontrer sa collègue de la santé et du développement social. Et au milieu donc de leurs échanges, il y a eu pas mal de points qui sont de nature à pouvoir intégrer les missions de la sécurité civile, parmi lesquelles la gestion des crises humanitaires. Généralement, nous sommes au centre de la réponse d'urgence concernant ces questions. Ils ont abordé également des questions liées à la gestion de crises naturelles, notamment les catastrophes avec les inondations. Et ils ont abordé également, ce que j'ai aimé plus, la gestion ou la prise en charge des populations sinistrées. Par rapport à notre position géographique, le Congo est au centre de plusieurs situations liées à des crises anthropiques. Et donc cela aussi a donné de la matière à Madame la ministre de pouvoir s'enrichir avec l'expérience malienne pour intégrer des données aussi importantes qui impliquent la sécurité civile et partant l'organe de coordination des réponses d'urgence qui est assuré par le ministre en charge des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Ils ont également abordé un aspect très important qui nous a toujours préoccupé au niveau de la sécurité civile, celui du dispositif qui concerne l'aide précoce, qui fait partie de nos projections et qui fera que nous ayons la capacité de pouvoir intervenir avant même le volet humanitaire, dans le volet secours d'urgence. Et également, ils ont abordé un aspect important qui concerne la réponse d'urgence aux effets du changement climatique. Aujourd'hui, il y a des phénomènes importants, des phénomènes El Niño, des phénomènes El Niña, qui sont de nature à créer un réchauffement au niveau de notre continent et le Congo n'est pas exempté de ces menaces naturelles. Dans ces conditions-là, ces questions, une fois abordées avec un autre pays qui a une expérience enrichie en ce qui concerne les réponses d'urgence, je pense que ça n'a été qu'une source de réconfort pour notre pays. Et ils ont aussi abordé des questions liées à la résilience des communautés face aux crises. Et ça, c'est déjà des données ou des détails très importants qui sont dans la ligne directrice de la défense civile, censée accorder des réponses à ce genre de situations. Nous pensons que le Mali, c'est quand même une forte expérience parce que ils ont la Direction générale de la protection civile et qui a le monopole au niveau de leur pays de pouvoir centraliser les questions qui sont liées à l'action humanitaire. Et donc, en abordant ce genre de questions avec un pays qui a aussi une protection civile forte jusqu'à ce niveau, la sécurité civile congolaise ne pourra qu'être au centre de ses intérêts. Parce que nous sommes une sécurité civile qui est sous une coordination nationale, qui est assurée par le ministère des Affaires sociales, la solidarité et de l'action humanitaire, pour lesquels nous ne sommes qu'un point focal. Donc nos activités tournent autour de cette coordination-là. Et à la différence de la sécurité civile malienne, qui, au-delà d'être dans une coordination nationale, a le privilège de pouvoir gérer d'une façon indépendante les questions des crises humanitaires. Toujours à l'international, le village Kasaba dans la province orientale du Kivu, en République démocratique du Congo, a été ravagé par une catastrophe naturelle dévastatrice à la suite des pluies diluviennes, comme nous le rapporte Albert Ngoto. Le paysage du village Kasaba, dans le secteur de Ndandja, territoire de Fizi, est marqué par la désolation. Les maisons, autrefois pleines de vie, sont désormais réduites en décombres. Des pluies diluviennes accompagnées de vents violents et de torrents de boue qui s'y sont abattus au cours de la nuit du 8 au 9 mai 2025 ont provoqué le débordement de la rivière dit Kasaba, occasionnant des pertes humaines et des dégâts matériels considérables. Le bilan provisoire fait état de près de 110 morts, en majorité des enfants, des personnes de troisième âge, ainsi que de nombreux blessés et des pertes importantes de biens matériels.
Des maisons entières ont été détruites ou emportées par les eaux et la boue, laissant des familles entières sans abri et endeuillées. Face à cette tragédie, dont la déforestation massive des collines avoisinantes est pointée du doigt comme un facteur aggravant exerçant une influence directe sur la fragilité des sols, des actions urgentes s'imposent pour la sauvegarde de l'environnement et la prévention de futurs drames dans cette région riveraine des Grands Lacs de l'Est du pays, malheureusement coutumière de telles calamités. La sensibilisation à la protection de l'environnement, couplée à la mise en place du système d'alerte précoce efficace, pourrait s'avérer cruciale pour épargner des vies humaines à l'avenir. Le mercredi 14 mai 2025, le siège du commandement territorial de la sécurité civile de Brazzaville a abrité une séance de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida et les autres infections sexuellement transmissibles. Les détails de cet événement, initié par la Fondation Serge Ibaka, dans ce condensé de Donald Ouramba. C'est profitant du mois de mai dédié à la reconnaissance des droits équitables et égaux aux travailleurs que la Fondation Serge Ibaka, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS, a organisé cette campagne de sensibilisation et de distribution de préservatifs en milieu policier. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et les autres infections sexuellement transmissibles à l'unisson de la vision de l'ONU-SIDA de l'éradiquer d'ici 2030. Animé par le docteur Lilian Koutaboulou, représentant du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, cette séance a permis de sensibiliser le personnel en présence du lieutenant-colonel de police Ghislain Bianzot Kenyolo, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville. L'objectif de cette initiative, ciblant les hommes en uniforme, est d'informer près de 8000 officiers avec une attention particulière portée à la tranche d'âge de 19 à 40 ans. L'accent a été mis sur la promotion du changement de comportement, la communication efficace sur les risques et l'information cruciale sur la prise en charge gratuite du VIH sur l'ensemble du territoire national. On a parlé de la généralité sur le VIH, c'est quoi le VIH, c'est quoi le sida. On a parlé des modes de transmission, comment éviter la contamination au VIH. Et pour clore, on a parlé du traitement. On est très content en tout cas d'eux, ils ont été très réceptifs, très attentifs au message et on pense qu'ils feront très bon usage de toutes les informations qu'on les a données. La distribution de préservatifs, suivie de la démonstration de leur usage correct, ont constitué des actions concrètes pour une meilleure protection. À la suite de l'orateur, certains participants ont réagi sur l'activité. C'est une très bonne chose. Nous avons été sensibilisés sur le VIH parce que c'est une maladie qui sévit depuis de longues années dans le monde et dans notre pays. À des moments où nous nous retrouvons à l'intérieur du pays pendant une longue période, il peut arriver que nous soyons exposés à des rapports sexuels non protégés. En dehors de ça, nous avons des équipes d'intervention. Nous prenons en charge des patients, parfois des blessés, des accidentés. Il peut arriver que les gants se percent, qu'on se pique avec une aiguille. Donc c'était très important d'avoir une idée de la prise en charge, comment réagir face à une exposition au VIH-Sida, quelles sont les modalités de traitement avant, pendant et après l'exposition au VIH-Sida. Sur la tenue de cet événement, qui a rassemblé 122 agents de la sécurité civile de Brazzaville, la directrice du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, le docteur Roth Cécile Laure Mapapa Miakasissa, a dit ce qui suit. Le Programme national de lutte contre le sida est une structure technique de référence nationale du ministère de la Santé et de la Population qui est en lien avec toutes les activités en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Le PNLS a été créé le 27 août 1987. Le premier médecin-chef, c'était le docteur Pierre Mpélé, qui après a été dans les Nations Unies. Ce programme a été réorganisé en direction le 13 août 2019. Nos missions, c'est de coordonner la réponse du secteur santé en matière de lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et contribuer
à la réduction de la morbidité, la mortalité de ces pathologies avec des activités de type promotionnel, préventif, curatif et de recherche. Je voudrais louer l'initiative de Serge Ebaka et aussi des autres partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires des Nations Unies qui nous aident dans les activités que nous menons. Les hommes en uniforme sont des populations vulnérables parce qu'ils sont souvent en milieu clos, dans des casernes, des missions de prospection, de combat. Et nous avons une attention particulière pour ces hommes en uniforme qui sont des hommes qui mettent de l'ordre au niveau du pays. Et faisant ces missions, ils doivent être en bonne santé. Ils doivent être exempts de l'infection de VIH-Sida et puis des infections sexuellement transmissibles en général. C'est pour ça que nous mettons un accent pour les sensibiliser et avoir des activités particulières avec eux. Nous remercions les sapeurs-pompiers. Nous voyons qu'ils ont maintenant dans la population un nouveau regard parce que beaucoup des élèves, beaucoup de personnes veulent voir ce qui se passe au niveau des sapeurs-pompiers. Nous voulons remercier le corps des sapeurs-pompiers, remercier tous les dirigeants des sapeurs-pompiers d'avoir répondu à notre appel. Nous voulons collaborer davantage avec les sapeurs-pompiers. Dans l'avenir, mener des actions plus rapprochées et avoir des points focaux au niveau de ces organes avec qui nous allons vraiment interagir, avoir des interactions rapprochées et mener des activités de sensibilisation, pourquoi pas de traitement et de soins au niveau de ces organes, de toutes les casernes que nous avons au niveau du Congo. Nous pensons que ces activités pourront avoir lieu. L'ordinaire des sapeurs-pompiers de Brazzaville, une fois de plus à l'honneur. Le mercredi 7 mai 2025, la caserne du centre-ville a accueilli 2 établissements scolaires, l'école internationale Marif turco-congolaise et le complexe scolaire Les Petits Savants, désireux de s'informer concrètement sur les tenants et aboutissants de cette profession. Béni Laetitia Ewani, commentaire. Souvent marqués par des défis aussi variés qu'impérieux, allant des interventions d'urgence qui exigent sang-froid et expertise aux missions de prévention fondamentales pour la sécurité de tous, le travail du sapeur-pompier fascine autant qu'il interroge. Bien plus qu'une simple visite amicale, les élèves de l'école internationale Marif turco-congolaise et du complexe scolaire Les Petits Savants, pleins d'enthousiasme, ont réellement vécu une expérience immersive au sein de la caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville. 5 ateliers interactifs, conçus pour stimuler leur curiosité et leur soif d'apprendre, ont permis à ces hôtes de toucher du doigt la diversité des missions complexes qui incombent à ces soldats du feu et d'acquérir des connaissances cardinales en matière de sécurité. L'excitation était palpable, visible sur chaque visage, dont les jeunes explorateurs s'émerveillaient à chaque pas dans cette caserne. En tout, 205 personnes ont pris part à cette visite guidée, 110 de l'école internationale Marif turco-congolaise et 95 du complexe scolaire Les Petits Savants. J'ai retenu qu'il ne faut pas laisser le fer allumer sur un tissu. Comment on sauve des vies? Il y avait un enfant de 5 ans qui avait appelé le 118. Sa mère avait fait un malaise et qu'on devait la sauver. Nous sommes venus ici à la caserne des sapeurs-pompiers pour apprendre les règles de vie domestique pour éviter les incendies et quelques accidents qui peuvent arriver dans notre vie. Et nous avons aussi vu lors d'une alerte incendie, lorsqu'on appelle, comment cela se passe. Nous avons aussi pu observer quelques véhicules de caserne des sapeurs-pompiers, dans celui de Jupiter, lorsqu'on le déploie, peut arriver jusqu'à 37 mètres de hauteur. Vu les situations quotidiennes que rencontrent les enfants à la maison,
en route ainsi qu'à l'école. Nous avons voulu que nos enfants visitent le service des sapeurs-pompiers pour apprendre auprès des sapeurs-pompiers comment sauver une vie en danger. Nous ne pouvons pas seulement limiter nos enfants à apprendre les mathématiques, l'histoire géo, mais ils doivent aussi apprendre les gestes qui sauvent. Moi, les enfants ont été très enthousiasmés pour apprendre, visiter, poser des questions, découvrir, faire la pratique, comment sauver une vie. Nous avons été très émus, très satisfaits des prestations. Nous sommes venus pour une sortie pédagogique, c'est les sapeurs-pompiers. On nous a appris comment éviter les incendies domestiques. Par exemple, avec une boîte d'allumettes, juste avec une seule étincelle peut enflammer toute la maison. Et on est passé par plusieurs ateliers. Et le premier atelier qu'on a fait, on nous a appris comment se servir d'un extincteur. Il y a plusieurs types d'extincteurs. Avant de l'utiliser, on doit regarder la marque, quel type de feu il peut éteindre. Par exemple, il y a des extincteurs de type A, de type C ou de type B. La visite a été très riche parce que les apprenants sont sortis avec une connaissance de plus, en l'occurrence sur les méthodes et les moyens qu'utilise la sécurité civile. Non seulement mettre fin aux incendies, mais aussi venir en aide aux personnes en situation de maladie. Nous avons vu depuis la période Covid combien la sécurité civile a joué un rôle prépondérant en sauvant des vies, en aidant des dames à donner la vie. Et tout cela nous a beaucoup enseigné et nous en sommes vraiment très fiers. Et nous devons reconnaître aussi que tout le commandement de la sécurité civile et toute l'équipe de la sécurité civile ont donné une nouvelle image de ce que c'est que les sapeurs-pompiers. Autrefois, nous pensions que les sapeurs-pompiers, c'était seulement ceux qui éteignaient les incendies, mais aujourd'hui, ils ont donné une autre image parce qu'ils sont allés au-delà de ce que nous, le commun de mortels, nous, le peuple, nous croyions être la seule et unique mission qu'ils avaient, alors qu'ils sauvent aussi des vies. Ils sont comme des auxiliaires de médecins. Ça, c'est très bien. Merci d'avoir accepté notre demande. Et bon vent à la sécurité civile au Congo. En cas d'arrêt cardiaque, chaque seconde compte et la vie d'une personne est en jeu. Connaître les actions et gestes de secours élémentaires pouvant être entrepris dans l'attente de secours spécialisés peut non seulement stabiliser la victime, mais aussi éviter d'aggraver la situation. En plus de la réanimation cardio-pulmonaire, massage cardiaque, le médecin lieutenant de police Priscille Ikofa nous éclaire sur le défibrillateur, un dispositif médical qui aide à la réanimation. Toute personne peut être victime d'un arrêt cardio-respiratoire, communément appelé arrêt cardiaque. C'est quoi un arrêt cardio-respiratoire? On parle d'un arrêt cardio-respiratoire lorsqu'il y a absence de la respiration et de la circulation sanguine chez un individu, pouvant conduire à une perte de vie lorsqu'aucun geste de secours n'est réalisé. Face à une victime en arrêt cardio-respiratoire, il est essentiel de commencer une réanimation cardio-pulmonaire. Pour augmenter les chances de survie, nous utilisons un appareil qu'on appelle le défibrillateur qui nous permet de pouvoir analyser le rythme cardiaque et détecter une anomalie qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, qui n'est autre qu'un fonctionnement anormal des fibres du cœur. Et cet appareil également nous propose un choc électrique. Il existe plusieurs types de défibrillateurs. Nous avons notamment le défibrillateur externe automatisé, qui est beaucoup plus utilisé par le grand public. Nous avons le défibrillateur externe semi-automatisé. Nous avons également le défibrillateur implantable. Et ce défibrillateur-là s'implante chirurgicalement dans un milieu hospitalier. Et nous avons le défibrillateur professionnel. Alors, pour
Le grand public, nous avons dit qu'il s'agit du défibrillateur externe automatisé que j'ai ici à côté de moi. Il est composé des électrodes. Nous avons 2 électrodes ici et d'un accumulateur d'énergie. Alors, face à la victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, nous devons tout d'abord être rassurés que réellement cette victime est en arrêt cardio-respiratoire. La première des choses à faire, c'est d'assurer la sécurité de la victime sans oublier la nôtre. Alors, nous vérifions réellement si la victime respire en mettant notre joue pour sentir le souffle et voir les mouvements au niveau du thorax. Si réellement il n'y a pas de pouls également, nous confirmons que notre victime est en arrêt cardio-respiratoire. Il est essentiel donc d'appeler à l'aide, de pouvoir appeler les secours. Nous commençons avec nos massages cardiaques. Alors, si nous avons l'aide à côté de nous, nous lui donnons des instructions de pouvoir apporter notre défibrillateur. Nous allons l'allumer. Nous appuyons sur le bouton. Il est généralement doté d'un guide vocal. Et ce guide vocal nous dira ce que nous allons faire au fur et à mesure. Il va nous dire de pouvoir placer les électrodes. Les électrodes sont placées suivant les indications inscrites sur chaque électrode. Donc nous ne plaçons pas les électrodes au hasard, nous les plaçons tel qu'indiqué. Nous avons ici cette électrode qui sera placée sur la partie supérieure de la poitrine à droite et l'autre sur la partie inférieure de la poitrine à gauche. Nous plaçons et nous continuons à suivre les instructions. Il va nous dire de pouvoir connecter les électrodes. Nous connectons nos électrodes. Du moment où nous connectons nos électrodes, nous devons veiller à ce que personne ne s'approche de la victime parce que le défibrillateur va commencer son analyse. Le guide vocal va nous le dire. Dès ce moment, nous nous écartons. Personne d'autre ne peut s'approcher de la victime. À la fin de son analyse, s'il détecte une fibrillation, il pourra nous dire de pouvoir déclencher un choc électrique s'il est semi-automatisé ou encore, il va lui-même plutôt déclencher le choc électrique s'il est automatisé. Une fois que cela est fait, on continue à suivre les instructions de notre défibrillateur. Il peut nous dire de continuer avec la réanimation cardio-pulmonaire ou les massages cardiaques. Nous n'avons pas le droit de débrancher le défibrillateur sans l'arrivée des secours. Rappelez-vous, dès que nous nous rendons compte du fait que nous avons une victime en arrêt cardio-respiratoire, nous devons alerter les secours. Alors, nous attendons jusqu'à l'arrivée des secours et c'est aux pompiers de pouvoir nous dire ce que nous allons faire par la suite. Ici est de signaler que le défibrillateur, c'est un appareil que nous devons normalement trouver dans des endroits publics comme les aéroports, comme les gares, les hôtels, les écoles et normalement dans des sociétés pour pouvoir faire face à un arrêt cardio-respiratoire le plus tôt possible avant l'arrivée des secours. Merci pour votre aimable attention, fidèles téléspectateurs. C'est par là que nous mettons un terme à ce 130e numéro du magazine Sécurité civile et population qui a été sous la supervision du commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Georgelin Massamba et au montage Mardoché Mokemia Beka. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne nationale.